Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue à cette webconférence de présentation de la plateforme Emnoline. Cette webconférence est organisée par la MGEN, donc la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, en partenariat avec la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Moi, je m'appelle Claire Péchon, donc je travaille à la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme Livestorm. Alors, n'hésitez pas à interagir avec nous via le chat ou poser directement des questions à l'intervenant via l'autre onglet qui s'appelle Questions. Donc, en fait, cet onglet va vraiment nous permettre à nous d'identifier les questions pour l'intervenant. Et puis, pour vous rendre acteur de cette webconférence, nous vous poserons aussi quelques questions via des sondages auxquels vous pourrez répondre sur le dernier onglet. Donc, ça va vous rendre plus acteur de la conférence. Mon métier à moi, c'est de faire de la prévention santé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un des déterminants majeurs en fait de la santé, qui est l'alimentation. Vous allez le voir tout à l'heure, le surpoids et l'obésité sont un véritable problème de santé publique. Et une bonne prise en charge est primordiale. Pour en parler ce soir, je suis accompagnée donc de Marie-Thérèse Pugliese, déléguée MGEN, section Côte d'Or à Dijon, qui est à l'initiative de cette conférence, et du docteur Cyril Gauthier, médecin nutritionniste, qui va vous parler donc de cette plateforme. Je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et tous. Heureuse d'être présente ce soir pour vous présenter. Alors, je fais des répétitions, c'est la fin de journée. Le docteur Cyril Gauthier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lorsqu'il a été récompensé au Trophée de la santé Bourgogne-Franche-Comté en 2019. C'était le prix coup de cœur. Et donc, je me suis intéressée à ce projet innovant qui était cette plateforme Emnoline et ce dispositif qui était proposé aux personnes qui étaient en situation de surpoids. Alors, je vais laisser le docteur se présenter lui-même parce qu'il y a un écho terrible pour vous tous et je pense que ce sera plus agréable de l'écouter tout simplement. Merci. J'espère. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis le docteur Cyril Gauthier, je suis médecin nutritionniste. Alors, très rapidement, pour me présenter, il faut savoir que je copilote le parcours nutrition santé de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté depuis 2016 je suis porteur d'une expérimentation innovation en santé qu'on appelle expérimentation article 51 et c'est dans le cadre de cette expérimentation qu'on a mis en place un dispositif de prise en charge de dispositif thérapeutique numérique qui s'appelle Emnoline. Donc, je travaille dans le milieu de la nutrition et de l'obésité depuis longtemps, depuis 2012 dans la région, et que ce soit en termes de prise en charge clinique, mais aussi en termes de structuration des parcours et d'évolution de ces parcours. Alors, je vais vous présenter rapidement, enfin, je vais aborder rapidement le champ de l'obésité, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut savoir qu'en France, l'obésité est une problématique majeure de santé publique, vous l'avez dit, avec un pays qui est touché, comme tous les autres pays finalement, de l'OCDE, avec une population qui est en surpoids et obèse pour plus de la moitié, avec une petite disparité entre hommes et femmes, mais globalement, ça se recoupe. On voit que la population souffre d'obésité pour plus de 17%. Il y a une différence nord-sud en France, où il y a plus de personnes qui souffrent d'obésité dans le nord, beaucoup moins dans le sud de la France. Et puis en Bourgogne-Franche-Comté, on est dans la moyenne nationale. Donc on est aux alentours de 17%. L'obésité est de plus en plus sévère, mais elle est aussi de plus en plus précoce. On voit aussi beaucoup de jeunes maintenant qui sont touchés. Problèmes de santé de public majeurs, aussi mis en évidence récemment par la crise Covid-19, parce que dans beaucoup de médias, on l'a entendu, les personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité ont un risque de développer des formes sévères. Et il ne faut pas oublier que l'obésité, au-delà du risque pour la santé médicale, entraîne des problématiques psychologiques, sociales qui sont importantes et qui ne sont surtout pas à négliger. Et comment se situe la France par rapport aux pays étrangers? Alors, globalement, par rapport aux États-Unis, par exemple, on avait à peu près 20 ans de retard, mais on rattrape petit à petit. Il y avait un paradoxe français qui faisait qu'on n'avait pas forcément une alimentation qui était la plus saine,
mais on avait un petit retard par rapport à l'obésité. Mais là, on rattrape globalement tous les pays européens. Il y a quand même un frémissement sur les dernières années. On voit qu'il y a une stabilisation, en particulier chez les jeunes. Ça ne diminue pas, mais en tout cas, ça stabilise et ça ne continue pas de monter chez les plus jeunes. Mais globalement, on est dans la moyenne internationale, avec un petit retard par rapport aux États-Unis, où là, vraiment, ils ont une situation États-Unis, Canada, qui est vraiment compliquée avec l'obésité. Alors, l'obésité, c'est quoi? Ou le surpoids et l'obésité, ça se définit par un excès de masse grasse qui entraîne des inconvénients pour la santé. Et c'est important de retenir ces mots-là, l'excès, mais pas de poids, de masse grasse, et qui entraîne des inconvénients pour notre santé. Notre santé étant définie par un bien-être physique, mental et social. C'est donc important de comprendre que l'un des symptômes est le poids, mais le poids ne définit en aucun cas l'obésité. Ce qui veut dire que, pour faire très simple, en médecine, traiter le symptôme, ça n'a jamais fonctionné. Traiter le symptôme ne traite pas la pathologie. Et il faut toujours comprendre pourquoi on en arrive à une situation d'excès de masse grasse pour se prendre en charge, plutôt que d'essayer de maigrir à tout prix, de faire diminuer ce chiffre qu'est le poids, qui finalement ne reflète pas du tout la pathologie dans sa complexité. Et puis, comme autre indice, vous le connaissez tous, on a l'indice de masse corporelle, qui est le poids sur la taille au carré. Pareil, l'indice de masse corporelle résume la personne à un chiffre et ne pourra jamais définir l'obésité dans sa complexité. Il faut savoir que l'indice de masse corporelle a été surtout utilisé d'un point de vue statistique épidémiologique pour définir le risque de mortalité d'une population. Mais ça ne marche pas à titre individuel. Et l'exemple caricatural qu'on donne tous, c'est les sportifs de haut niveau, qui ont des IMC qui sont élevés, mais qui finalement ne souffrent pas d'excès de masse grasse. Donc on voit bien que l'IMC ne colle pas complètement à la définition de l'obésité, en tout cas à titre individuel, même si ça reste un indicateur qui est intéressant à aborder avec les patients. En tout cas, c'est un outil statistique épidémiologique. Alors l'obésité, c'est une maladie complexe, je vous l'ai dit. On peut la qualifier de différentes formes. On peut la qualifier de maladie d'organes, parce que le tissu adipeux, la graisse, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un tissu qui est inerte, qui ne fait que stocker l'énergie. Cette graisse va petit à petit devenir malade et va se fibroser et devenir inflammatoire. C'est ce qui fera en partie que c'est difficile de temps en temps de la perdre, et ce qui sera aussi à l'origine de beaucoup de complications. On peut aussi qualifier l'obésité de maladie endocrinienne. Endocrinienne parce que ce tissu adipeux, cette graisse, sera à l'origine de sécrétion de nombreuses hormones qui vont interagir avec tout l'organisme. À titre d'exemple, la thyroïde, elle sécrète 2 hormones. C'est un organe qui est déjà complexe, qu'on a juste ici, et qui sécrète que 2 hormones. La graisse, elle va en sécréter une 50aine. Donc, il faut comprendre que c'est un tissu complexe. Du coup, toutes ces hormones et tout ce que va sécréter la graisse va interagir au niveau de l'ensemble de l'organisme. Et on peut donc parler de maladie systémique, c'est-à-dire d'une maladie qui va toucher l'ensemble de l'organe, parce que ces dysfonctionnements du tissu adipeux vont influencer l'ensemble de l'organisme. On peut aussi parler de maladie génétique. Alors, inégalité, injustice, peu importe, on est tous inégaux face à ça, et on va avoir des personnes qui seront plus ou moins prédisposées au stockage de graisse que d'autres. Et comment la génétique intervient-elle? Alors, la génétique nous prédispose tous plus ou moins à des régulations face aux apports et aux restrictions énergétiques. On l'a tous connu, on a des personnes autour de nous qui vont être capables de manger autant, voire plus que nous, et qui ne vont pas prendre un gramme. Alors que nous, si on fait la même chose, on va prendre du poids. Tout ça est en partie, pas que, mais en partie lié aux gènes qui nous conditionnent plus ou moins à résister à la famine. Il faut bien, alors c'est l'évolution, hein, mais l'être humain est beaucoup plus mort de famine que de suralimentation. On décède de suralimentation que depuis quelques siècles, très peu de temps. Et finalement, notre génétique est plutôt conçue pour résister à la famine, de manière plus ou moins importante. Et vous avez des personnes qui vont être conçues pour résister de manière importante à la famine, sauf que dans notre société actuelle, on est plutôt dans une société de surconsommation, et ces personnes vont prendre du poids beaucoup plus rapidement que les autres. Et cette prédisposition, elle vient en partie de notre génétique qu'on ne peut pas changer. Il faut faire avec, et cette génétique va s'exprimer plus ou moins en fonction de l'environnement. Alors, on peut aussi…
Ouais, j'ai une petite question là dans le chat, docteur Gauthier. Rebecca nous demande, j'ai de nombreux patients en obésité morbide qui sont réfractaires au vaccin ARN. Que pouvez-vous donner comme argument pour les convaincre? Bon, pour moi, je ne vois pas de problématique du vaccin ARN avec l'obésité. Au contraire, alors même si une étude d'aujourd'hui que je viens de lire aujourd'hui montre qu'il n'y a pas forcément de surmortalité de la Covid sur l'obésité, il y a clairement des formes graves et on voit que dès le surpoids, il y a une augmentation des hospitalisations en réanimation et ce qui n'est pas lié uniquement à l'IMC et aux comorbidités de l'obésité, qui est lié directement au tissu adipeux et à cette dysfonction inflammatoire qu'entraîne le tissu adipeux. Donc, c'est des personnes qui sont réellement à risque et il n'y a pas pour moi, à ma connaissance, il n'y a pas de souci avec les vaccins ARN, ça c'est sûr. Et qu'ils aillent se faire vacciner au même titre que les personnes qui sont diabétiques ou qui ont d'autres complications, parce que réellement, elles sont beaucoup plus à risque par rapport vis-à-vis de la Covid. J'espère que j'ai répondu correctement à la question. Donc, pour revenir sur les facettes de l'obésité, parce qu'on en a 4 autres, c'est une maladie aussi du tube digestif, une maladie intestinale. Alors, je ne vais pas débattre du microbiote et de la flore intestinale ce soir, parce que c'est encore discuté au niveau scientifique, mais clairement, on sait que notre flore intestinale va influencer plus ou moins l'absorption des calories et va influencer aussi notre tissu adipeux. Maladie métabolique, nécessairement, tout excès de graisse résulte d'un excès de calories. Mais on a une dérégulation de la balance énergétique, donc de la régulation métabolique, qu'on peut voir chez les personnes qui souffrent d'obésité et qu'on peut voir encore plus chez les personnes qui ont fait de multiples régimes, qui ont dérégulé cette balance énergétique qui, au départ, plutôt bien stable. Et plus vous faites de régime, vous allez voir, plus on déséquilibre cette balance. Maladie comportementale, c'est important parce que c'est souvent oublié. Globalement, l'obésité, le surpoids est très souvent lié à des problématiques de comportement. Je ne parle pas de troubles du comportement alimentaire nécessairement, mais de comportement d'habitude, de manière de gérer les émotions. Et c'est surtout là-dessus qu'on va travailler et qu'on va axer nos prises en charge parce que manger est un acte qui, vous allez le voir, qui n'est pas juste je mange, je me fais plaisir. Il y a d'autres éléments. Ça peut être je mange parce que je ne suis pas bien. Ça peut être je mange parce que je ne sais même pas pourquoi je mange. Et tout ça, il va falloir l'aborder. Et puis finalement, une maladie sociale, plutôt sociétale, avec certes une inégalité socio-professionnelle quand on souffre d'obésité, parce que l'obésité renvoie forcément une image négative, à tort, hein, parce qu'au contraire, c'est des personnes souvent qui sont motivées, qui sont beaucoup plus motivées qu'on ne peut le croire pour faire plein de choses. Et puis, il y a un paradoxe de cette société qui vous pousse à la consommation. Donc, quand vous êtes conçu pour résister à la famine et donc à stocker facilement les calories, cette surconsommation que la société vous engage à faire vous fait prendre du poids. Mais à partir du moment où vous sortez de la norme, cette société vous fait bien comprendre que vous êtes hors norme et vous devez y retourner par vos propres moyens dans cette norme. Donc, le terme de grossophobie, je ne suis pas fan de ce terme parce que je ne pense pas qu'il y ait forcément de phobie de la personne qui est en situation d'obésité. Il y a plus une méconnaissance de ce que c'est. Par contre, il y a clairement une société qui est un peu paradoxale, qui pousse à la consommation et qui, de l'autre côté, quand vous consommez et que vous prenez du poids et que vous sortez la norme, qui vous stigmatise quand même. Donc, on voit que l'obésité… Oui. On a une question. Comment peut-on savoir si on a une maladie d'organes endocrinienne génétique systématique? Faut voir un praticien qui, si l'obésité est une maladie, elle est prise en charge par les soignants. Et donc, il faut voir un soignant qui va regarder. En fait, le but de nos prises en charge, c'est de regarder chez chaque personne de quelle mosaïque il est constitué. Chaque personne est constituée d'une mosaïque d'éléments qui l'amènent à souffrir de surpoids et d'obésité. Et donc, quand on voit la personne pour la première fois, on le profile et on regarde quelles sont les causes de l'obésité. Et s'il y a besoin de bilan endocrinien, de bilan biologique ou même de mesures du métabolisme, on le fait pour voir globalement sur quoi on va devoir travailler. Mais il faut voir un professionnel qui connaît cette pathologie et qui
et qui saura faire le bilan et qui saura derrière, après avoir fait le bilan, vous amener à évoluer, à travailler sur ces problématiques. Il y a une autre question. Est-ce que prendre des probiotiques peut être intéressant? Joker. Pour l'instant, je ne vais pas vous dire non parce qu'il y a des c'est clairement une voie de recherche. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de preuves bien établies sur quel type de probiotique prendre et quel impact réel sur le long terme. Parce qu'il faut savoir que la flore intestinale, à partir du moment où vous arrêtez de prendre des probiotiques, elle se reconstitue au bout de 3 semaines. Donc, c'est pas inintéressant d'en prendre. Est-ce que ça va améliorer la situation de surpoids et d'obésité? À l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire oui. Et c'est toujours pareil, ça n'abordera qu'une facette de l'obésité, ça n'abordera pas le reste. Donc, ça peut être un outil thérapeutique comme on en a d'autres, mais ça n'abordera pas l'ensemble de la problématique qu'est l'obésité. Et je ne pense pas que l'obésité puisse se résumer à la prise d'une molécule, à un bistouri ou à la prise de probiotiques. C'est un tout. Alors, avant de savoir ce qu'il faut faire, on peut déjà regarder ce qu'il ne faut pas faire. Ça paraît peut-être maintenant une évidence, mais faire un régime, ça ne marche pas. Surtout quand vous êtes prédisposé à résister à la famine. Donc, c'est pas nouveau, hein. Je mets 30 ans, mais ça fait plus de 40 ans que Cannon et Heinzing, qui sont 2 scientifiques, ils écrivaient clairement que la diète, la restriction vous fait grossir. Et c'est vrai, la restriction nous fait grossir. Ça ne nous a pas empêché de voir des régimes sortir depuis les années 70, toujours plus inventifs les uns que les autres, alors que la science avait quand même démontré que ces régimes restrictifs ne fonctionnaient pas, et c'est même pire chez les personnes qui sont conçues génétiquement pour résister à ça. Dans tous ces régimes, il y a la mise en place de la restriction. Donc, comme je vous l'ai noté, plus inventif, souvent le dernier est toujours meilleur que celui, il y a un phénomène de mode, hein, est toujours meilleur que celui d'il y a 10 ans. Par contre, le point commun, c'est la restriction. Alors, cette restriction, elle peut être de plusieurs types. Il y a la restriction quantitative, c'est-à-dire qu'on s'impose de manger moins. On a la restriction qualitative, on s'impose de manger mieux. Et la restriction la plus vicieuse pour nous, la restriction cognitive, c'est qu'on ne mange plus du tout en fonction de ses besoins et de ses sensations, on mange en fonction de sa tête et en fonction du dogme qu'on s'impose. Et ça, dans tous les régimes, vous l'avez, et c'est quelque chose contre lequel nous, on lutte parce qu'on sait très bien que sur le long terme, ce type d'approche ne fonctionnera jamais. Par contre, c'est clair que ça répond à la demande, hein. Si les régimes sont aussi présents, c'est globalement les personnes souffrent de leur surpoids et de leur obésité, que ce soit physiquement ou psychiquement, ils en souffrent. Donc, ils vont sur les régimes peut-être parce que aussi le système de soins n'a pas su prendre la part des choses et puis n'a pas su proposer des alternatives thérapeutiques au régime du commerce, hein. Le constat, il est sans appel, hein. Depuis les années 70, vous voyez, les régimes augmentent. Et dans le même temps, l'obésité, elle augmente. Donc, globalement, même s'il n'y a pas de relation de cause à effet directe, on constate que si les régimes fonctionnaient, on aurait une stabilisation, voire une diminution de l'obésité. Et ce n'est pas le cas du tout. C'est même l'inverse. Et concrètement, et on va l'aborder un petit peu après, ces régimes restrictifs sur une personne qui est conçue pour résister à la famine, parce que la prédisposition génétique, c'est ça, ça ne fait que renforcer la prédisposition et ça ne fait que renforcer la problématique qui est l'obésité. Donc, clairement, pas à faire. Pourtant, on a des rapports, hein, c'est pas à faire. Donc, on peut s'appuyer sur ces rapports, en particulier les rapports de la NAES de 2010, qui expliquent bien que les pratiques de régime amaigrissant à la recherche de la perte de poids sans indication formelle, c'est des pratiques qui sont déséquilibrées, souvent peu diversifiées, c'est-à-dire on supprime les glucides, on mange que des protéines. Encore une fois, il y a des phénomènes de mode dans tout ça. Et puis, c'est surtout pour la NAES risqué. Et donc, on a ce rapport de 2010. Alors, il date de 10 ans, mais globalement, on peut s'appuyer dessus. Et ce rapport explique clairement qu'une prise en charge de l'obésité, mais même du surpoids, on peut prévenir l'obésité en prenant les patients en charge du surpoids, ça nécessite un accompagnement médical, parce que c'est une maladie, et pluridisciplinaire.
Alors moi, j'ai une petite question, un petit sondage à adresser aux participants. Je vous invite donc à vous rendre dans l'onglet sondage. Et donc, est-ce que vous avez déjà tenté de faire un régime? Vous pouvez répondre via l'onglet. Normalement, vous avez la question. Est-ce que ça s'affiche pour vous? Oui, alors. Oui, hein, j'ai l'impression quand même là pour Ils répondent, hein. Ils répondent ouais, sur le chat. pour la moitié. Ah, sur le chat aussi. Ouais. Là, on a à peu près 50% qui déclarent oui, j'ai déjà fait un régime entre 1 et 5. D'accord. Près de 50. Ouais, donc dès à partir du moment où on est en surpoids ou en situation d'obésité, c'est la première chose vers laquelle on se tourne, hein, et c'est logique, hein, parce que ces régimes, ils vous font penser que c'est facile de perdre du poids. Alors, ça peut l'être facile, hein, et tant mieux si ça peut l'être. Ça veut dire qu'on ne souffre pas d'une maladie complexe. Si perdre du poids, on peut y arriver facilement avec un seul régime. Et il y a des personnes comme ça. Mais la plupart des personnes, quand elles perdent du poids avec un régime, qu'elles s'imposent, hein, je parle de vrai régime restrictif, hein, derrière, à chaque fois, ça remonte. Et on voit le yo-yo s'installer. Le problème, je vous ai dit, c'est que ça va déréguler notre balance énergétique. On a cette variabilité interindividuelle qui est le fait qu'on ne va pas consommer l'énergie et on ne va pas l'utiliser de la même manière. Le souci, c'est que quand on est conçu à résister, enfin, comme je vous l'ai dit, pour résister contre la famine, ça veut dire qu'on a un corps qui va s'adapter à la restriction. Et sur cette diapo, on vous démontre bien que faire un régime va forcément modifier les régulations et va diminuer le métabolisme de base et va aussi modifier les rendements énergétiques. Et dans les études, on constate quand on diminue les apports de 8%, les apports caloriques, hein, de 8% d'une personne, on induit une baisse de la constante métabolique de 13%. Ça veut dire, je schématise, que globalement, si je me restreins et que je suis conçu pour résister à la famine, mon corps va devenir économe pour résister à la restriction que je suis en train de m'imposer. Ce qui fera que quand je remangerai normalement après la restriction, je reprendrai forcément du poids parce que mon corps sera devenu économe. Et ça, c'est une adaptation métabolique contre laquelle, globalement, on ne peut pas lutter parce que c'est des régulations, ce sont de vraies régulations. C'est des hormones qui régulent tout ça. Donc, comment on fait? Mais notre corps est très bien fait, hein, au final. Hein. Notre corps est bien fait, mais notre corps, il s'est adapté aux situations d'avant où l'être humain mourait de famine et essayait d'aller chercher la nourriture. Donc, il se dépensait pour chercher la nourriture. Et notre corps est conçu comme ça. Et la société actuelle, moderne, depuis un siècle ou 2 siècles, peu importe, à l'échelle de l'évolution, c'est rien du tout, c'est que dalle. Donc, notre génétique n'est pas conçue pour résister à la suralimentation. Elle est conçue pour l'inverse. Donc, si vous… moi, c'est dramatique parce que on peut en parler avec légèreté, mais quand vous voyez des personnes qui, depuis l'âge de l'adolescence, font des régimes qui n'arrêtent pas et qui ne font que devenir de plus en plus économes en énergie, ces personnes-là, elles viennent vous voir à 40 ans ou 50 ans. Elles ont fait tous les régimes qui existent, elles ont pris des coupes-faim et du coup, elles ont des métabolismes qui sont effondrés. C'est-à-dire que ces personnes mangent moins que moi, mangent moins que vous, et ces personnes, en mangeant moins que moi et que vous, elles prennent quand même du poids. Parce que du coup, à force de faire des régimes, elles sont devenues hyper économes. Et ça, derrière, nous, d'un point de vue thérapeutique, ça nous coince, quoi. Parce que ces régulations, quand vous avez 20 ans ou 30 ans de régime, derrière, c'est compliqué hein, de revenir dessus. Hein. D'autant plus que psychologiquement, en plus de ça, les personnes sont fatiguées. Et puis qu'avec l'âge, le métabolisme, il diminue aussi. Donc, enfin bref. Donc, comment on aborde le surpoids et l'obésité? On fait ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique. Alors, l'éducation thérapeutique, c'est de l'éducation. C'est-à-dire que vous allez voir, s'il y a toute une approche pédagogique, ça correspond bien aux maladies chroniques. L'obésité est une maladie chronique, hein, et donc aux maladies sociétales qui se développent de plus en plus.
et l'obésité, c'est l'archétype de ce type de maladie. C'est une prise en charge qui est centrée sur la personne. J'insiste, la prise en charge n'est pas centrée sur la pathologie. La prise en charge de l'éducation thérapeutique, elle est centrée sur la personne qui vit la pathologie. Donc, on ne traite pas un virus, on ne traite pas une glycémie, on traite une personne qui a des comportements qu'on veut vouloir modifier. Mais pour ça, il faut bien se centrer sur la personne. C'est une relation soignant-soigné qui est différente. On n'est plus dans « je vous prescris ça, vous allez le faire » ou mangez ci, mangez ça. On fait comprendre aux personnes. Donc, on est vraiment dans un rôle d'éducateur et la personne va faire parce qu'elle l'aura compris, pas parce qu'elles se sont imposées quelque chose. Et finalement, tout ça, c'est une approche qui est de la pédagogie. Moi, je parle de pédagogie moderne. L'éducation thérapeutique, c'est de la pédagogie. Des personnes vont comprendre le bénéfice qu'il y a d'amorcer tel ou tel changement et vont toucher du doigt le bénéfice. Et c'est comme ça que plus tard, on va ancrer des changements de comportement. Donc, avant tout ça, il faut comprendre comment ils fonctionnent ces patients et ces personnes. Et c'est toute l'analyse fonctionnelle des comportements pour voir sur quel levier on va pouvoir agir. Et dans tout ça, on s'en était rendu compte assez rapidement, c'est que le meilleur vecteur de la formation et de l'information, souvent, c'est le patient. Donc, il faut, nous, soignants, avoir un rôle de sécuriser le message, mais par contre, quand on est accompagné par des patients éducateurs, patients experts, ça fonctionne mieux parce que l'échange entre patients est toujours permet de vraiment faire bouger les lignes. Et si les patients expriment la même chose que moi, mais avec leur vécu et leur situation de patient, ça a beaucoup plus de portée vis-à-vis des autres patients. Et c'est tout ce qu'on appelle la paire aidance avec ces patients éducateurs qu'on essaye de développer dans les prises en charge d'éducation thérapeutique. Alors, docteur, vous parliez, oui. Pardon, je vous coupe, vous parliez justement de métabolisme, on va dire, vraiment qui baisse. Est-ce qu'on peut rééquilibrer le métabolisme? C'est une question. Bonne question. Qui me posait, comment on fait justement pour rebooster ce métabolisme? Les adaptations de ce métabolisme, il faut savoir qu'elles se sont faites sur des années. Donc, s'il faut du temps pour que ça se remette dans le bon sens, il faut souvent jouer sur la composition corporelle, en particulier sur la masse musculaire. Parce que le muscle est un organe qu'il faut savoir protéger et qu'il faut savoir augmenter pour que le muscle brûle aussi des calories au repos. Et ça va donc agir sur le métabolisme de repos. Par contre, il faut bien retenir que le corps étant conçu pour résister à la famine, il s'adapte beaucoup plus facilement à la restriction, donc il va tasser son métabolisme sur des phénomènes restrictifs. Par contre, la suralimentation, il n'augmente pas nécessairement son métabolisme pour résister à la suralimentation. Lui, il va stocker, il sera content de stocker pour la prochaine famine. Donc, c'est pour ça qu'il y a un message très préventif à faire, c'est-à-dire que c'est facile de rendre son corps économe avec des régimes restrictifs, mais aller dans l'autre sens, c'est beaucoup plus complexe parce que le corps n'est pas conçu comme ça. C'est possible, ça prend du temps, mais c'est beaucoup plus complexe. Donc, autant éviter de le rendre de plus en plus économe avec les régimes restrictifs. Parce que dans l'autre sens, je vous dis, c'est difficile. Donc, après avoir parlé de ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Alors, l'idée n'est pas du tout de vous présenter quoi dire à des patients. Mais globalement, vous allez voir, il y a des règles de bon sens. Tout excès de graisse provient nécessairement d'un excès d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'on mange beaucoup, mais on mange trop par rapport à nos besoins. Et beaucoup et trop, c'est pas la même chose. Le beaucoup pour une personne peut être pas suffisant pour une autre. Et donc, nous, notre rôle, c'est de regarder, par exemple, dans la qualité nutritionnelle, qu'est-ce qu'on peut changer chez ces personnes pour que finalement les calories ingérées puissent diminuer. Donc, on va regarder les problématiques de densité. Il faut savoir que aussi la transformation des aliments, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, hein, mais clairement, plus un aliment est ultra transformé, plus il va être dense avec une qualité nutritionnelle qui va baisser. C'est-à-dire que ça va apporter des calories, mais ça va moins bien nous nourrir. Donc, plus on va sur des circuits courts et moins transformés, mieux c'est.
Et puis tout ça, améliorer la qualité, il va falloir essayer de le faire sans toucher au plaisir gustatif. Toutes les études ont démontré que si vous cuisinez tout à l'eau, sans gras, pour perdre du poids, vous ne tiendrez pas parce que finalement, vous n'avez plus de plaisir. Il faut conserver ce plaisir dans l'alimentation. Et donc, éviter la privation. Alors, je ne vais pas parler de diététique, mais il faut savoir qu'en France, on a des recommandations qui sont vraiment bien faites de Santé publique France. Et nous, nos patients, souvent au début de prise en charge, on leur remet ça. Parce que c'est du bon sens. Et ces recommandations, elles ne sont pas directives, elles sont plutôt incitatives et elles sont bien conçues. Et déjà, si on les respectait, on mangerait globalement équilibré. Donc, vous le voyez, il y a la phase augmentée avec plutôt des produits sains et qui ont une valeur nutritionnelle qui est bonne. Essayer d'aller vers tout ce qui est… Alors, le bio, moi, je mettrais un bémol parce qu'il y a bio et on ne va pas débattre de ça ce soir. Mais tout ce qui est complet, moins transformé, moins raffiné, mélanger les huiles et pas hésiter à s'appuyer sur le Nutri-Score, qui est un score français et qui est franchement un score qui est bien conçu. Donc, on peut aider les patients pour la qualité à s'appuyer sur ce Nutri-Score. Après, voilà, ça reste un score. Hein. Il peut se faire prendre à défaut par d'autres systèmes. Et puis, réduire des choses, encore une fois, ça, c'est la base. Une chose importante, les calories liquides. Ça, c'est quelque chose que nous, on aborde très facilement. Jus de fruits, sirop, soda, alcool, ça, pour tout le monde, ce sont des calories qui doivent rester occasionnel plaisir. Mais qui doivent surtout pas… seule l'eau est une boisson indispensable. Je suis bien d'accord. Après, voilà, encore une fois, occasionnel plaisir, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Après, on part aussi du principe où la plupart des personnes que nous voyons en surpoids ou en situation d'obésité savent manger équilibré. Elles ont souvent eu des conseils, elles l'ont lu dans certains magazines. Les gens savent. Ils ne l'appliquent pas forcément, mais ils le savent. Par contre, l'excès d'énergie, ça va aussi provenir de la quantité. Et alors là, la quantité, ce n'est pas uniquement travailler sur les volumes. On peut travailler sur les volumes, mais il y a deux manières de réduire la quantité des personnes qu'on suit. Soit on leur impose une quantité qu'on prédéfinit, qui est sûrement très bonne, mais on leur impose une quantité qu'eux vont s'imposer chez eux. Soit on travaille avec eux sur les sensations alimentaires et finalement sur nos besoins pour faire en sorte que ces personnes arrivent à s'arrêter de manger sur un rassasiement et arrivent à distinguer le rassasiement du remplissage. Parce que en mangeant trop vite, on va nécessairement dépasser son rassasiement et on va s'arrêter sur quelque chose de très mécanique au niveau de l'estomac. Et ça, c'est plus du remplissage par habitude. Donc, il faut leur faire comprendre à ces patients ce qu'est le rassasiement, sachant que le rassasiement, c'est la disparition de la faim. Donc, encore faut-il avoir faim en début de repas. Donc, on va regarder aussi le nombre de repas, sachant qu'il ne faut pas être dogmatique dans le nombre de repas. Moi, je ne suis pas un accro des 3 repas par jour. Il y a des personnes qui prennent 2 repas par jour, ils vivent très bien et il n'y a pas de souci. Donc, faut regarder dans le schéma alimentaire ce qui leur convient. Je vous l'ai dit, manger vite, qui est une habitude sociétale ou professionnelle. Et puis finir son assiette, qui est une habitude éducative, parce que tous nos parents nous ont appris à finir nos assiettes. Et ce n'est pas forcément une bonne habitude qu'il faut maintenir sur le long terme parce que ça nous fait manger la même quantité tout le temps alors que finalement, on n'a pas besoin de cette même quantité tout le temps. Et même si vous êtes très fort, si vous pouvez définir exactement ce qu'il vous faut, finir son assiette, je ne dis pas qu'il faut gaspiller, hein, mais il faut se poser la question de est-ce qu'on finit par faim, par envie ou par habitude. Et puis finalement, nos émotions. Les émotions vont être source aussi de prise alimentaire. Il faut savoir que on peut manger par besoin physique comme la faim, mais on peut manger aussi par plaisir, par stress, par tristesse, par ennui, et que ces émotions peuvent amener à des pertes de contrôle. Et pour nous, c'est vraiment l'un des éléments primordiaux à travailler. Donc globalement, quand on a une personne qu'on prend en charge, on va chercher à identifier où sont les calories en trop et voir comment travailler avec eux autour de ces éléments. Il y a 2 questions. Oui. Les fibres et aliments complets sont un peu incompatibles avec des intestins fragiles. Ouais, c'est vrai. Que préconisez-vous?
Ouais, alors effectivement, faut les introduire progressivement. Déjà, quand on a une sensibilité intestinale ou un intestin irritable, enfin peu importe comment on l'appelle, il ne faut pas boire en mangeant. Déjà, on demande à ces patients de ne pas boire en même temps que leur repas. Et puis, il faut passer sur du semi-complet, regarder ce qui se passe. Et si les fibres sont mal tolérées, on peut regarder les légumineuses, jamais les consommer seules, toujours les accompagner et toujours partir sur des éléments plutôt cuits au départ. Et on introduit aliment par aliment et on regardera ce qui se passe, tout en leur proposant de ne pas boire pendant les repas, de bien mastiquer, enfin voilà, tout ça. Et normalement ça passe, hein, parce qu'on a les mêmes mécanismes de sensibilité intestinale avec des patients qui sont opérés de chirurgie bariatrique. Et globalement, on arrive quand même à leur faire prendre des aliments avec des fibres en respectant les consignes. Et faut-il manger seulement si on a faim, comme au petit déjeuner? Ouais, oui. Si on pouvait, oui. Si on n'a pas faim au petit-déj, voilà, les patients qui n'ont pas faim au petit-déj, on ne leur demande pas de manger. Par contre, si de ne pas prendre un petit-déj les amène à grignoter le matin, là, on en discute. Manger en fonction des besoins, ouais, ce serait très bien. Mais est-ce que la société nous le permet? J'en suis pas convaincu parce que là, globalement, on devrait tous être en train de manger ou avoir déjà mangé. Sauf qu'on ne le fait pas. Et puis voilà, repérer la faim, c'est pas si simple que ça. C'est Et pas, c'est pas une... est-ce que le télétravail n'a pas encouragé le grignotage? Si, oui, le télétravail a favorisé le grignotage. Il y a une perte de repères pour certains patients qui étaient cadrés par l'activité professionnelle en dehors de chez eux. Et cette perte de repères, le télétravail la facilite. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a la vie professionnelle cadrait certaines personnes. Et quand on a une alimentation émotionnelle ou un petit trouble du comportement alimentaire, cet équilibre, on l'a perdu avec le télétravail, avec le confinement. Et on a des personnes qui avaient des petits troubles du comportement alimentaire qui ont décompensé sur le mode grignotage compulsif. Hein. Je ne parle pas de boulimie, hein, mais oui, le télétravail, le confinement a favorisé tout ça. Oui. Parce qu'il n'y a pas le cadre. Et chez ces personnes, justement, nous, on leur conseille, quand ils se mettent à grignoter à cause du télétravail, on leur conseille d'organiser leur journée comme s'ils étaient au boulot, c'est-à-dire je commence à 9h, j'ai mon planning de la journée, je m'arrête à telle heure, je fais une pause à telle heure. Il faut leur redonner des repères et un cadre, ce qu'ils n'ont pas de temps en temps avec le télétravail. Je vous propose un petit sondage de nouveau. Je vous invite donc à aller sur le sondage. Et vous, pourquoi pensez-vous manger trop? Est-ce que c'est par choix, par émotion, par habitude? Alors là, pour le moment, j'ai quand même beaucoup d'émotions. Ça bouge encore. Ouais, il semblerait que ce soit quand même plus par les émotions. Hein. C'est logique. Émotions par habitude et après par choix. Oui, voilà. C'est pour ça Merci pour vos réponses. C'est pour ça que moi, la quasi-totalité des patients que je vois, on travaille les comportements d'habitude et les comportements de gestion des émotions. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une prise en charge psychologique, mais c'est une prise en charge comportementale, les aider à identifier pourquoi ils le font. Et derrière, après, on peut travailler sur les déclencheurs qui amènent les prises qui sont excessives. Et donc, voilà, ça fait bien le relais avec cette diapo où on voit bien que nos émotions, elles vont avoir un rôle important dans notre alimentation parce que manger peut générer une émotion. Donc, c'est la partie de droite. C'est-à-dire qu'on a aussi, quand finalement on est confiné, on n'a rien, on ne voit plus nos amis, ben, manger, c'est du plaisir. Et ça peut nous aider à générer une émotion de plaisir. Et puis, ça peut aussi nous permettre de gérer une émotion plutôt négative pour nous calmer et nous aider à nous contrôler, comme un peu le tabac ou d'autres drogues pourraient le faire. Donc, pour nous, c'est quand même primordial d'aborder ces éléments parce que ça ne sert à rien de vouloir occulter le problème.
C'est-à-dire que je mange le soir en rentrant à 17h parce que je n'ai pas passé une bonne journée. Et ça se reproduit tous les soirs. Je sais qu'il ne faut pas le faire. Donc, si moi, mon professionnel me dit c'est pas bien, il ne faut pas le faire, bah oui, je le sais très bien. Il ne faut pas occulter le problème, il ne faut pas le bloquer. Par contre, il faut derrière travailler dessus pour éviter le fait d'occulter, de bloquer et de craquer. Parce que globalement, ça marchera jamais. Et c'est tout le problème de la restriction cognitive. Alors, je ne vais pas détailler ici, mais c'est en 1 minute, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est le fait de s'imposer un dogme. Ce dogme, on va se l'imposer. Il ne tient pas compte finalement de nos besoins. Au départ, tout ira bien parce qu'on maîtrise des choses. Donc, c'est ce qu'on appelle la maîtrise tranquille. C'est-à-dire qu'on fait abstraction des sensations, mais on maîtrise, on perd du poids, tout va bien. Et puis, au bout d'un moment, on va avoir apparaître des mécanismes de conduite d'évitement. On ne va pas acheter telle chose parce qu'on va craquer dessus. On va commencer à être frustré. On n'osera pas aller prendre un repas avec des amis parce qu'on va se dire non, non, je vais manger déséquilibré. Et petit à petit, tout ça va nous amener vers des craquages. Ces craquages vont faire qu'on va perdre le contrôle. Et cette perte de contrôle va nous amener à reprendre le poids qu'on a perdu, souvent au-dessus. Et puis, au bout d'un certain temps, pof, on repart sur un nouveau dogme qui est meilleur et on s'impose une nouvelle restriction. Donc ça, sur la restriction cognitive des régimes, sur le long terme, ça ne fait que faciliter le yo-yo ascendant. Et après, je crois que oui, c'était la petite vidéo qui est contenue sur Emnoline, mais que j'aime bien présenter qui résume bien finalement ce que c'est que le comportement alimentaire et manger. La prise alimentaire, l'acte de manger qui peut sembler si simple, est sous influence de mécanismes neurophysiologiques complexes. Les régulations fines alternent entre besoins énergétiques physiologiques, mémoire émotionnelle et plaisir, addiction et récompense, et contrôle de la raison. De cette partie ressort l'emprise que peut avoir l'alimentation sur le comportement. L'alimentation marque ainsi nos vies par les émotions qu'elle invoque, humeur, affect, les sensations qu'elle dégage, désir, plaisir, et les besoins énergétiques qu'elle couvre. Donc voilà, moi c'est une partie, un extrait très court de notre outil pédagogique, mais je trouve que c'était intéressant de vous le montrer parce que ça résume bien la complexité de la chose, c'est-à-dire une maladie qui est l'obésité, le surpoids avec un tissu adipeux qui dysfonctionne, et une maladie qui est complexe, et en face, un acte de manger qui n'est pas si simple. Et finalement, les deux nécessitent des accompagnements pluridisciplinaires. Et c'est tout le principe de ce qu'on fait avec l'éducation thérapeutique, où finalement, on part d'une personne, je ne dis pas un patient, je dis une personne qui a des croyances, qui a des connaissances. Certaines de ces connaissances sont bonnes. Il n'y a pas tout à jeter. Il ne faut pas faire table rase de ce qu'il connaît déjà. Il a son expérience et on va s'appuyer dessus. Et à côté, nous, les soignants, nous avons aussi nos croyances et nous avons nos connaissances plus scientifiques, mais aussi nous avons aussi notre expérience professionnelle. Et le but de la prise en charge qu'on met en place, qu'elle soit présentielle ou digitale, elle a pour objectif de nous rassembler. C'est-à-dire qu'il faut au final qu'on arrive à avoir le même objectif que le patient et qu'on se comprenne. Et c'est tout l'intérêt des approches éducatives, thérapeutiques, et tout l'intérêt des approches pédagogiques, c'est faire en sorte qu'une personne patiente et une équipe soignante se comprennent et finalement travaillent ensemble pour le même objectif. Et ça prend du temps et ça nécessite aux personnes de comprendre les choses. Et est-ce que ce type d'approche est possible en prévention du coup ? On parle d'éducation thérapeutique, donc là, on intervient en général quand la personne est déjà malade, considérée comme malade. Par contre, c'est clair que ce type d'approche est ce qui fonctionne le mieux en prévention. C'est-à-dire que, étant donné que vous cherchez à faire évoluer des comportements par la compréhension et par l'appropriation, finalement, c'est toutes les bases de la prévention. Et donc, moi, je préfère largement être dans la prévention que d'être dans la thérapeutique. Et c'est aussi tout l'axe qu'on a développé dans la solution digitale. C'est prévenir, pas parce qu'on va leur dire de faire quelque chose, prévenir parce qu'on va leur expliquer
pourquoi faire telle ou telle chose amène telle ou telle évolution. Donc, non, pour la prévention, ça fonctionne bien. Là, je vais vous parler de notre retour d'expérience, d'un parcours innovant. Donc là, je parle de parcours innovant parce que je vous l'ai dit, à l'EMNO, on a une expérimentation article 51, qui est une expérimentation qui est accompagnée par l'assurance maladie, l'ARS et aussi le ministère. C'est une expérimentation sur 5 ans où on innove pour plusieurs raisons dans le parcours de soins. Donc, cette expérimentation, elle va concerner 770 patients. Donc là, on a à peu près la moitié d'inclusion. Donc, on a déjà inclus la moitié des patients qu'on doit inclure sur 5 ans. Ça concerne le surpoids, obésité, avec ou sans trouble du comportement alimentaire, avec ou sans chirurgie bariatrique. C'est l'une des seules expérimentations. Alors, c'était la première en nutrition en France. Et c'est surtout l'une des seules qui mélange les parcours de prise en charge médicaux et chirurgicaux. Malheureusement, encore dans les expérimentations article 51, donc l'innovation en parcours, on scinde les deux parcours, la chirurgie et la prise en charge médicale. Non, c'est la même pathologie. Donc, c'est un parcours de prise en charge de l'obésité. Il faut les deux. Et nous, on a les deux. Ça concerne le département de la Côte d'Or et les départements limitrophes. L'innovation, donc on a une équipe pluridisciplinaire. Je vais le faire assez rapidement, mais elle porte sur 3 axes. Premièrement, une forfaitisation du parcours, c'est-à-dire que l'innovation porte sur le fait que vous avez un parcours de soins avec des professionnels de santé, infirmières, diététiciennes, psychologues, médecins. Certains ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie et là, dans le cadre de l'expérimentation, tout est pris en charge parce que ça fait partie d'un forfait. Ce forfait, il est établi en fonction d'une gradation de la prise en charge. C'est-à-dire qu'on va profiler les gens. Comme je vous l'ai dit, c'est mosaïque. Et ce profilage va nous amener à mettre en place le parcours qui est le plus adapté. Et enfin, on se sert pour faire de la pédagogie en santé et de l'éducation thérapeutique d'un outil digital qui est dématérialisé, qui est un dispositif thérapeutique numérique, c'est les termes exacts. Et c'est de ça dont on va parler un petit peu après. Est-ce que c'est spécifique à votre région? Dans le cadre de l'expérimentation, oui. C'est spécifique à la région. Parce que c'est une expérimentation sur 5 ans et c'est vraiment c'est figé, c'est un décret à partir de 2019 et ça ne concerne que la Côte d'Or et les départements limitrophes. Et comment fait-on pour participer à l'expérimentation? C'est une question qui est posée dans l'onglet questions. Participer en tant que patient? J'imagine, oui. Il faut nous être adressé. Sachant on recrute pas, je préfère le dire. On a beaucoup de patients. Et là pour cette année, on a inclus tous nos patients de l'année. Non, c'est des patients qui viennent dans nos prises en charge et qui répondent aux critères de l'expérimentation et qu'on met dans l'expérimentation et qu'on va suivre pendant 4 ans et demi, 5 ans. Donc, il suffit que les médecins nous adressent les patients, mais je vous ai dit, on a déjà beaucoup de patients. Donc, l'outil pédagogique EMNOline, c'est un outil qui est constitué de 18 modules, 83 ateliers, des en savoir plus et des quiz. Et vous allez voir qu'on est vraiment dans un parcours pédagogique comme on le fait en hospitalisation, c'est-à-dire des ateliers, de l'échange, mais on le fait de manière digitale et automatisée. C'est un outil qui est opérationnel comme on l'a conçu pour l'expérimentation. On a 1000 utilisateurs, on a 1000 patients et on a 2000 utilisateurs dessus. La moyenne de connexion, c'est de 30 heures de connexion. Donc, c'est un outil qui est utilisé, ça c'est par personne, donc qui est vraiment utilisé par les patients. On est à peu près à 6000 ateliers et quiz réalisés. Et puis, ça, c'est les pourcentages des quiz. Et on a aussi un système de réseau social interne que je vais vous montrer parce qu'on en avait marre de voir nos patients aller sur les réseaux sociaux pour aller piocher l'information. Non, les patients ne sont pas hospitalisés, pour répondre à la question que je viens de voir. Les patients, ils sont pris en charge en ambulatoire. C'est aussi l'une des innovations, c'est une expérimentation qui est sur la ville, qui n'est pas sur l'hôpital. Et l'outil digital qu'on a mis en place dans cette expérimentation. On a un article, alors là c'est l'épreuve, mais il sort au mois de juin dans la revue Obésité, où on a démontré comment, avec ce type d'organisation pour le surpoids et l'obésité,
associant présentiel au parcours et digital, on a pu maintenir la prise en charge de nos patients lors du premier confinement où toutes les prises en charge s'étaient globalement stoppées. Nous, grâce à ces outils, on a pu continuer. Et grâce aussi, surtout, au modèle de parcours qu'on avait mis en place avec l'expérimentation. Alors, la place de l'outil qu'on appelle Emnoline, donc la plateforme dans le monde de la e-santé, vous voyez, on occupe la place du profilage, on va avoir un chatbot médical, ça concerne les maladies chroniques, des outils de prévention. Donc, pour répondre à votre question, la plateforme sert de prévention, hein, et on a aussi tout ce qui est communauté de patients et réseau en ligne qui facilite la pérédance. En fait, on utilise toutes les tous les leviers de l'éducation thérapeutique, mais on les a digitalisés. C'est pas on n'a pas essayé de reproduire en digital ce qu'on fait en présentiel. Notre outil, il cherche vraiment à améliorer ce qu'on fait en présentiel avec le digital. C'est un peu différent. On ne reproduit pas, on cherche à améliorer. Et c'est pour ça qu'on se positionne sur toutes ces thématiques pour la e-santé. Et vous pensez que le digital pourra améliorer le système de soins? C'est un petit sondage du coup qu'on vous propose. Voilà. Du coup, j'ai pris comme une question, c'est le sondage de Mme Fléchon. Je vais vous donner mon avis. Désolée, Mme Fléchon, à vous de jouer. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez répondre sur l'onglet sondage. Est-ce que vous pensez que le digital pourra améliorer le système de soins? Pour l'instant, oui. Oui, à 90% à peu près. Okay. Et vous, votre avis, docteur Gauthier? Alors déjà, il y a un sondage, une enquête plutôt, d'Ipsos au niveau européen qui montre que 80% des Européens pensent que le digital peut améliorer le système de soins. Moi, je vais vous dire oui, si on l'associe au système de soins. On voit, maintenant que je fais un peu partie de ce qu'on appelle la medtech, on voit des solutions arriver portées par des personnes qui ne sont pas des professionnels de terrain. Bon, si on veut à un moment donné que le digital aide le système de soins, il faut aussi qu'il soit accompagné par des personnes qui sont dedans et qui vont voir les ruptures que le système de soins a actuellement, et puis chercher à y répondre avec les solutions du digital. Là, on voit beaucoup d'outils arriver qui reproduisent, mais qui ne cherchent pas à améliorer. Moi, je pense que oui, si c'est bien maîtrisé et si c'est porté ou accompagné par des professionnels de santé qui voient de vrais patients et qui savent comment le digital peut les aider à améliorer leur prise en charge. Voilà ma réponse, qui est un peu longue. Emnoline, nos petits personnages sont toujours un petit peu surprenants, mais il faut savoir que travailler sur l'obésité, c'est très compliqué. Et donc, il a fallu qu'on fasse, quand j'ai fait appel à des agences de com qui m'ont montré comment modéliser l'obésité, au secours. Ils m'ont montré des gros ventres, des mètres rubans, des pommes, des balances, ce qu'on ne veut surtout pas voir. Et donc, finalement, on a pris le parti de donner vie à la cellule adipocytaire. Et c'est comme ça qu'on a créé ce petit personnage qui est un adipocyte et qui accompagne nos patients sur tout le parcours pédagogique. Vous avez au total 83 ateliers d'éducation thérapeutique, donc des ateliers, des vidéos, comme un petit peu je vous ai montré. Ces ateliers, ils sont toujours précédés d'une phase d'évaluation avec un pré-quiz. Donc, les personnes vont faire un petit test. Alors, c'est jamais des longs quiz, hein, c'est comme un peu vos sondages, c'est assez rapide à faire. Et puis ils vont s'évaluer, ils vont voir où sont les connaissances qui sont acquises, quels sont ceux qui peuvent acquérir dans le cadre de l'atelier. Et puis ensuite, ils vont faire l'atelier. Chaque atelier est composé de la même manière, c'est-à-dire on a une vidéo, on a à en savoir plus, on a le lexique, et puis on a l'accès au quiz. Et là, vous voyez, vous avez tous les ateliers d'un module, sachant qu'on a au total 18 modules. Donc, on a une base de connaissances importantes. C'est de la vulgarisation, c'est complexe,
et c'est vrai que c'est complexe, mais parce qu'on ne voit pas pourquoi on priverait certains patients d'avoir accès à la connaissance, en tout cas en ce qui concerne notre domaine. Et dans les En Savoir Plus, ben, vous avez l'atelier en vidéo et à côté, vous avez sur En Savoir Plus où ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension peuvent y aller et vous avez beaucoup d'explications. Parfois, ça va loin, hein, il y a la littérature scientifique, mais au moins, on leur justifie scientifiquement tout ce qu'on leur a expliqué dans l'atelier en vidéo. Et après la vidéo, ils s'évaluent avec, pareil, un petit quiz. Et ce petit quiz, là, ils verront par contre les bonnes et mauvaises réponses. En fait, pour ceux qui connaissent, c'est un MOOC, c'est-à-dire c'est de la formation digitale. Là, sauf que là, on est sur une thématique de santé. Et vous allez voir, je vous ai mis les chiffres, mais c'est impressionnant de voir comment les personnes s'impliquent dedans et comment finalement elles ont de l'appétence pour la compréhension. Elles aiment bien comprendre. Et derrière, pour nous en consultation, c'est génial parce que je le donne souvent en exemple, mais avant, quand je parlais restrictions cognitives à une personne que je prends en charge, je voyais le vide sidéral apparaître devant moi. C'est quoi la restriction cognitive? Là maintenant, je vois des personnes qui ont compris et qui savent de quoi je parle. Et c'est beaucoup plus simple de travailler avec. Donc, il y a tout un process de gamification où ils voient leurs résultats, ils voient le temps passé, le nombre de fois qu'ils ont fait le quiz, ils peuvent refaire les ateliers. C'est un accès, globalement, où ils peuvent faire autant de fois l'atelier qu'ils veulent. Hein. Mais ils le font à leur rythme. C'est-à-dire que quand on fait un atelier d'éducation thérapeutique en présentiel, on a 45 minutes. Et donc, il faut les faire venir et puis ils doivent faire l'atelier et puis après, c'est fini. Là, ils peuvent revenir dessus, ils peuvent refaire les ateliers et puis ils peuvent aussi accéder à tout ce forum d'échange où ils vont échanger avec des patients experts, des infirmières d'éducation thérapeutique qui sont là pour modérer, mais ce forum est fermé. C'est-à-dire que la personne, le soignant n'a pas accès à ça. C'est des personnes entre elles. Par contre, c'est modéré par 2 professionnels de santé qui sont formés à l'éducation thérapeutique, des patients éducateurs, et ils vont échanger entre eux. Et c'est dans cet échange qu'on voit toute la paire et danse. Ils ont besoin d'échanger entre eux. Ils le font sur les réseaux sociaux, sauf que sur les réseaux sociaux, vous aurez tout et n'importe quoi, parfois de bonnes choses. Et il y aura aussi des fois des informations qui sont complètement erronées. Donc là, au moins, c'est modéré, c'est sécurisé et c'est anonymisé. Tout est sur un serveur de données de santé, donc tout est sécurisé et le patient est complètement anonymisé. Donc, il échange avec son pseudo, avec d'autres personnes, sans qu'on sache que c'est lui. Et puis, à côté de ça, moi, j'aime bien le mettre parce qu'on voit que les patients participent, ils échangent des recettes entre eux. Donc, c'est des recettes qu'ils échangent entre eux. Alors, c'est qu'une petite partie de la plateforme, ça. Mais ça montre aussi, là, on a atteint nos 100 recettes. Ça veut dire que les patients publient des recettes et puis voilà, ils sont quand même plutôt proactifs dans la démarche. Alors, s'il n'y a pas de restriction cognitive, hein, je l'ai noté, mais globalement, ce n'est pas du régime. Hein. De temps en temps, les personnes ne savent pas quoi faire à manger, ce qui crée une insécurité. Et le fait d'avoir des recettes de base, ça peut de temps en temps aider. Puis ça participe à la communauté. Et quand je vous ai dit que c'est des utilisateurs qui sont proactifs, je vous ai mis les chiffres. Le temps moyen passé par une personne, c'est plus de 30 heures. Donc, 30 heures d'éducation thérapeutique, c'est long. Et donc, et ça, c'est des chiffres réels. C'est des chiffres, ils passent vraiment du temps. Ils font plusieurs fois les ateliers. C'est-à-dire qu'ils refont les ateliers, ils refont les quiz parce qu'il y a tout un process de gamification qui est là pour les aider à faire leur parcours et à progresser. Et ça marche plutôt bien. Ils aiment bien avoir des bonnes notes, quoi. Hein. On est tous pareils. Hein. Et puis, tout ça va être enrichi avec finalement un petit chatbot qui va arriver pour rendre les choses encore plus interactives, pour pouvoir échanger, capter le profil et les caractéristiques des personnes. Et donc, pour bien comprendre, on est quand même sur un outil qui est dans le cadre d'une expérimentation Article 51, donc accompagné par l'ARS, par le ministère, etc. C'est un outil qui est vraiment là pour nous aider dans la prise en charge et qu'on continue de faire évoluer avec des partenaires, des tutelles, globalement pour nous aider dans le parcours de prise en charge des personnes qui sont en situation de surpoids, d'obésité. Et finalement, pour conclure, il est 19h pile, la prise en charge d'une personne qui souffre d'obésité doit se centrer sur la personne, sur les principes de l'éducation thérapeutique,
au sein d'un parcours de soins avec un aspect pédagogique et qui inclut aussi l'environnement. Et là, j'en ai pas parlé, mais il faut savoir que sur la plateforme, il y a un accès patient et à chaque accès patient, automatiquement est généré un accès entourage. C'est-à-dire que la famille a accès aux mêmes connaissances et aux mêmes ateliers que le patient, ne fait pas les évaluations, mais pour que l'entourage puisse participer à la démarche thérapeutique. S'il ne vient pas en consultation, au moins il aura toutes les informations et derrière, l'entourage peut devenir ressource parce qu'ils ne se sont pas exclus dans la prise en charge. Et c'est un élément qui pour nous est important. Donc à partir du moment où vous arrivez à concevoir ces 5 éléments de la diapo, théoriquement, vous accompagnez plutôt bien vos personnes en situation de surpoids et d'obésité et vous les aidez. C'est tout le principe sur le long terme. Et je vous remercie. Ah oui, c'est tout pour vous montrer que voilà, on a des partenaires qui sont plutôt. On a un partenariat avec l'Université de Bourgogne. Voilà, c'est pas une plateforme, c'est pas comment dire. C'est pas une appli de plus. Hein. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une approche pédagogique qui est innovante, qui ressemble à rien de ce qui est fait actuellement, parce que globalement, ce qui est fait actuellement reproduit les schémas classiques présentiels. Je vous remercie. Il y a juste une dernière question pour savoir si d'autres personnes peuvent bénéficier de cette plateforme. La plateforme, elle est nationale. Donc, tout le monde peut bénéficier de la plateforme. Par contre, parce que c'est la réponse après, c'est comment je suis médecin. Je travaille, voilà. Je veux pas que ce soit une personne qui dise tiens, je vais essayer une nouvelle méthode et hop, je vais la chercher sur Internet. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Ça doit s'inscrire dans un parcours de soins. C'est-à-dire que la plateforme est là pour aider les professionnels et les patients qui sont inscrits dans une démarche thérapeutique. Elle n'est pas là pour que la personne tout venant qui consommerait du régime fasse la même chose avec ça. C'est surtout pas ça. Il faut vraiment que ça s'inscrive dans une démarche préventive. Alors, la prévention, on peut la faire partout, pas uniquement dans le système de soins, on peut la faire en entreprise, on peut vraiment la faire partout et que ça s'inscrive dans une démarche d'accompagnement. Et il ne faut pas se dire que la plateforme, elle fera tout. C'est pas l'objectif. La plateforme est là pour nous aider. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin, hein, on est à l'heure. Merci infiniment, Dr Gauthier. Merci, Claire Fréchon. Merci beaucoup à tous. C'est vrai que c'était très intéressant. En fait, je suis moi aussi dans le domaine de la nutrition de formation. Je suis conseillère en nutrition, ou nutritionniste. Et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant du coup ça suscite plein de commentaires. Hein. Je vais défiler. Merci à tous les participants également. Et puis, n'hésitez pas à suivre Dr Gauthier sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Il y a toujours plein de choses. Et comme ça, vous serez au courant. Je suis assez actif, c'est vrai. Voilà, vous serez un petit peu plus au fait de l'avancée de son projet. Et je vous remercie aussi par avance de prendre quelques minutes pour répondre à notre questionnaire de satisfaction. Pour nous, c'est important d'avoir votre retour par rapport à cette webconférence. Donc, je vous remercie. Je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, voilà, n'hésitez pas. Je vous remercie. Belle soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, Dr Gauthier.